Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Nathalie Jaoui, la présidente de CRIT France, le spécialiste du recrutement et de l'emploi, devient mécène de la communauté. Les entreprises s'engagent, elle va nous expliquer pourquoi et comment son groupe œuvre pour l'inclusion. Dans notre débat, on va détailler l'un des enjeux majeurs des élections européennes du 9 juin prochain, l'avenir du Green Deal. Le pacte vert était-il trop ambitieux? Sera-t-il détricoté? Comment en faire un outil de compétitivité et de souveraineté? Réponse dans une dizaine de minutes. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez la tournée qui remet la consigne au cœur de notre quotidien. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Nathalie Jaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc la présidente du groupe CRIT, CRIT devenu mécène de la communauté Les entreprises s'engagent. On va y revenir. Quelques chiffres, deux chiffres, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2023 et en France 450 agences d'emploi et d'intérim. C'est un groupe qui existe depuis 60 ans. On va beaucoup parler d'inclusion dans cette interview. Ce thème, l'inclusion, quelle part ça prend dans votre stratégie? Et puis peut-être aussi depuis quand ça fait partie de la stratégie du groupe? Écoutez, le groupe existe effectivement depuis 60 ans. Il a été créé par mon père en 1962. Ça reste une entreprise familiale, cotée en bourse, mais entreprise familiale. Ouais. Et on a toujours beaucoup travaillé sur l'emploi, sur le recrutement, sur la délégation de personnel. Et quand on travaille sur l'emploi, je crois que l'inclusion, elle va de soi. C'est-à-dire que c'est un métier qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. C'est assez étonnant. On a intégré un certain nombre de personnes pour qui l'emploi et la gestion de personnel n'étaient pas du tout dans leur scope. Ouais. Mais quand on aime, c'est quand même un métier de passion. Et l'emploi, c'est quand même donner, et l'objectif, la mission, c'est effectivement permettre au plus grand nombre de pouvoir s'intégrer, de pouvoir acquérir de l'expérience et de pouvoir se réaliser dans leur emploi. Oui, parce que par exemple, quand on parle de personnes éloignées de l'emploi, ça fait partie des stratégies, redonner une chance, effectivement. Oui. Mais je me suis toujours posé la question, qui on met dans cette catégorie des personnes éloignées de l'emploi? Ça veut dire quoi, en fait? On met les personnes qui n'ont pas de réseau, les personnes qui n'ont pas les bonnes études, les personnes qui sont sur des territoires effectivement assez défavorisés, qui n'ont pas eu une éducation leur permettant d'eux. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. Et donc, notre avantage, avec un réseau de 400 agences, plus de 400 agences sur l'ensemble du territoire, c'est justement de pouvoir créer ces liens, c'est en même temps de la proximité et en même temps de travailler avec des personnes et en même temps de travailler pour le plus grand nombre. Oui, mais alors justement, on travaille pour le plus grand nombre, mais est-ce que vous avez des programmes spécifiques justement pour ces personnes éloignées de l'emploi? Oui, bien sûr. Et alors, ça prend quelle forme? On fait plein de choses, c'est-à-dire qu'on fait du mentorat. Par exemple, 5% de nos permanents sont engagés dans le mentorat, c'est-à-dire, effectivement, prennent de leur temps sur le temps de travail pour accompagner des jeunes, pour revoir leur CV, pour leur donner leur avis, pour essayer de les orienter vers les bonnes activités. On travaille sur la féminisation d'un certain nombre de métiers. Ouais. Il y a encore des biais ou des a priori à combattre, bien sûr. Il y en a beaucoup encore. Il y en a beaucoup encore. Oui. Sur les personnes qui sont issues de l'immigration, et qui n'ont pas forcément les bonnes études, en tout cas celles qui sont en concordance avec les diplômes français. Ouais. Et le handicap aussi, c'est forcément aussi une... sûr. Je crois qu'il y a 30 000 intérimaires qui travaillent chaque jour grâce à CRIT. Je ne sais pas si vous l'avez quantifié, mais il y a beaucoup de personnes en situation de handicap parmi ces intérimaires? Non, alors ce n'est pas la majorité. On délègue à peu près 35 000 intérimaires. Mais nous, on fait un gros travail en fait, d'accompagnement. D'abord, on a des permanents qui sont en situation effectivement de handicap et on est dans les quotas. De temps en temps, il faut des critères et des contraintes. C'était bien. C'est 6%. C'était bien d'avoir des contraintes. Oui, je crois qu'il y a des cas dans lesquels ça aide, oui. On met du temps à s'adapter peut-être, mais je crois que c'est nécessaire, comme sur la parité, comme sur un certain nombre de domaines particuliers. Donc nous, l'objectif, et on a aujourd'hui d'ailleurs aussi
des personnes, des intérimaires qu'on embauche en CDI, en CDI intérimaire. Ouais. Et du coup, on peut les accompagner parce que ce qui nous intéresse, c'est le parcours en fait d'emploi. Et c'est pouvoir proposer des missions, soit parce que de temps en temps, on va nous faire le reproche que c'est du précaire. En réalité, c'est pas tout à fait vrai parce que ça permet effectivement de pouvoir accumuler un certain nombre d'expériences. Ouais. Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas du tout ce que c'est que le monde économique et le monde de l'entreprise. Donc c'est important de pouvoir en fait... Et qui parfois se disent, c'est pas pour moi. Il y a aussi une forme d'autocensure dans Mais certains bien sûr, cas. vous avez raison. C'est-à-dire qu'ils voient ça de loin, ils se disent, les entreprises, c'est pas pour moi. Pour autant, aujourd'hui, l'emploi, c'est quand même les entreprises. Et donc c'est pour ça que les entreprises s'engagent. Mais peut-être... On va y revenir, mais si vous voulez commencer à parler, on peut commencer à parler. J'ai encore une petite question qui peut être pour les personnes en situation de handicap ou plus généralement sur les biais de recrutement. Oui. Ça m'intéresse toujours, parce qu'on en a tous des biais. Hein. Moi, je suis sûr que je recrute quelqu'un, j'ai un biais de recrutement. Mais j'imagine que vous formez vos équipes, vos recruteurs, justement, et là je parle du handicap, pour dire, c'est pas parce qu'il a ou elle a ce handicap que ce métier n'est pas pour lui ou pour elle. Il y a certains métiers quand même en fonction du handicap qui ne sont pas possibles. D'accord. Mais globalement, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il peut y avoir pas mal de préjugés, et donc il faut réussir à passer à travers effectivement et faire tomber ces préjugés. Donc nous, on organise des informations en invitant un certain nombre de personnes, des personnes aussi extérieures, des personnes handicapées qui vont venir, elles, parler de leurs expériences, voilà, petit à petit, pour essayer de faire tomber effectivement ces préjugés. Alors, je voudrais qu'on parle effectivement de cette communauté, les entreprises s'engagent, dont Bismart est partenaire, hein, d'ailleurs, et Smart Impact par la même occasion. CRIT est devenu mécène depuis le mois de février. C'est-à-dire vous étiez membre de la communauté depuis, je crois, 4 ans, c'est ça ? 2020. Oui, donc 4 ans. Et vous êtes mécène depuis février. Pourquoi cette présence renforcée ? Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, je faisais partie depuis 2020, Sylvain Raymond, et Thibaut Guilly m'avait proposé en fait de venir au comité d'orientation au moment où les entreprises s'engagent ont été créées, parce qu'ils connaissaient déjà mon implication sur ces sujets. Et il m'avait proposé d'être présente. Et en fait, on a été présente. J'ai été présente, l'entreprise a été présente et tous les salariés. Et donc, du coup, on a fait beaucoup d'actions. On a mené beaucoup d'actions sur les territoires. On a mené des opérations qui étaient assez intéressantes aussi. Par exemple, on a 400 agences, une agence, un projet. C'est-à-dire qu'on a dit à chacune de nos agences, choisissez un projet, principalement sur l'emploi, l'inclusion, la diversité, et vous allez le défendre. Et ensuite, on fait des challenges. Alors, ça tournait autour du handicap, de la féminisation, de l'immigration, de la diversité, etc. Toutes les thématiques qu'on a abordées. Toutes les thématiques abordées. Et c'est intéressant parce que ça recoupe, pardon de vous interrompre, ça recoupe cette logique de maillage territorial, départemental de la communauté Les Entreprises s'engagent. C'est vraiment cette volonté d'être au plus près du terrain, en fait. C'est ça. Et cette volonté, effectivement, ensuite, de devenir mécène, c'est parce que, on est un soutien de la communauté des entreprises s'engagent, parce qu'il faut quand même noter quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public et le privé acceptent, comprennent, reconnaissent que l'un et l'autre ont besoin de tout le monde, des uns et des autres. C'est assez nouveau, ça ? Et ça, c'est assez nouveau. Et ça, c'est assez remarquable quand même. Voilà. C'est-à-dire que qu'on ne dise pas simplement le public, c'est le bien commun, national, et les entreprises, c'est que le profit. Voilà. Et ça, cette reconnaissance-là, de la part du gouvernement, de la part effectivement, durant cette période, je pense qu'elle est très importante. Et je pense que c'est important de reconnaître aussi qu'on est là. Et puis ce qui est intéressant, on le dit à chaque fois quand on est avec une entreprise qui vient dans le cadre de ce partenariat avec les entreprises s'engagent, c'était un peu chacun dans son silo pendant des années, et là on essaye de commencer à tisser des liens, et ça fait pas de mal. Ça, je suis d'accord avec vous. Je voudrais revenir sur le mentorat, parce que vous-même, vous êtes mentor ? Oui. Oui. Alors avec qui, depuis quand, comment ça se passe ? Je suis curieux de ça. Moi, je suis mentor d'un jeune homme
issu de Côte d'Ivoire et qui effectivement a fait des études là-bas et qui a fait des études en France aussi, en université, et qui a un diplôme qui est adorable, très poli, qui se présente très bien, mais qui finalement n'a pas de réseau et qui n'a pas de connaissances, en fait, vraiment de l'entreprise. Et donc, de fait, l'idée, c'est lui apprendre à faire son CV, c'est de le mettre sur des stages, de comprendre et de l'aider à savoir, lui, ce qu'il veut faire, dans quel type de secteur d'activité il peut avancer. C'est un travail, effectivement, de suivi, de longue haleine, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup Nathalie Jaoui, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le pacte vert au cœur des enjeux de ces élections européennes. Le débat de Smart Impact porte sur le Green Deal, le pacte vert au cœur des enjeux des élections européennes. On en parle avec Cécile Coulet. Bonjour et bienvenue. Vous êtes responsable des affaires européennes chez Équilibre des énergies. Anne-Claire Poirier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée sur les thématiques d'énergie et d'écologie. On va peut-être pour commencer rappeler les engagements européens en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 27 pays de l'Union se sont engagés à réduire d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, c'est le Fit for 55, et puis l'Union européenne, alors là c'est une ambition encore plus importante à l'horizon 2050, neutralité carbone. Alors dans cet objectif, il y a une étape importante qui avait été franchie avec le Green Deal, le fameux pacte vert. Est-ce que vous diriez que c'est un enjeu majeur de ces élections européennes aujourd'hui, Cécile Coulet ? Alors, la politique énergie-climat, plus que le Green Deal en lui-même, est effectivement un enjeu majeur de ces élections, pour deux raisons. Une raison pratique sur le fait qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour s'assurer qu'on puisse atteindre nos objectifs climatiques pour 2030. Donc, l'Union européenne doit continuer son action. Et également, il y a une raison politique à ça, dans le sens où les domaines énergie, climat, décarbonation et industrie sont des domaines où le Parlement a un rôle très important, contrairement à d'autres enjeux comme la défense, qui sont très mis en avant, mais qui sont plus pour les États membres. C'est très important ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, de citoyennes et de citoyens qui disent l'Europe c'est loin, c'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. En fait, ça a des conséquences majeures sur notre vie quotidienne. Ce pacte vert, on parle beaucoup d'énergie, évidemment, énergie-climat, mais d'une manière générale, il y a une drôle de petite musique, si j'ose dire, Anne-Claire Poirier, ce sentiment qu'il est en train d'être détricoté ou qu'il pourrait être détricoté. Comment vous le ressentez, ça ? Oui, en ce moment, c'est un peu ce qu'on appelle communément le backlash. Ça a démarré assez fort en 2019 parce qu'il y avait aussi à l'époque la société civile qui portait ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des marches climat à l'époque. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui assiègent les institutions européennes. Donc c'est ça qui se passe. Il y a une espèce une contre-révolution. De là à ce qu'il y a un détricotage, moi je veux pas le voir tout de suite. Tout va se jouer là lors des élections. Et effectivement, ce qui est difficile avec les élections européenne, c'est que souvent les électeurs sont volatiles, se décident assez tard. Donc pour l'instant, on voit venir une marée brune. Est-ce qu'elle sera aussi importante qu'on le craint ? En 2019 aussi, on avait peur et puis finalement les écologistes sont passés devant, l'ont remporté. Aujourd'hui, c'est encore un peu difficile de quantifier le risque de détricotage, même si effectivement il existe. Mais quand même, le mouvement, je reste avec vous, de grogne, de colère des agriculteurs, ça envoie un signal. Et d'ailleurs, un signal qu'il faut peut-être que l'Europe intègre dans, je ne sais pas, des erreurs qui ont peut-être été commises aussi dans la façon de développer ou d'imposer, je ne sais pas quel terme employer, ce pacte vert. Vous savez, c'est une tendance qu'on constate un peu partout en Europe. En France, on est parti pour envoyer au Parlement européen la plus grosse délégation d'extrême droite. En Italie... Mais ce n'est pas seulement lié à l'extrême droite. Il y a effectivement dans le programme des partis d'extrême droite, pardon de vous interrompre, en France ou en Europe, effectivement, il y a eu la volonté de mettre un gros coup de frein, mais ce n'est pas le seul parti à dire ça. Et tous les agriculteurs ne votent pas pour l'extrême
l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, j'entends. Il y a une question d'acceptation par les citoyens d'un virage qui est peut-être, à tort ou à raison, mais perçu trop brutal. Trop brutal. Honnêtement, moi, je suis assez convaincue, je serais intéressée de connaître votre avis, que cela ne se serait pas passé comme ça s'il n'y avait pas eu des échéances électorales qui étaient si proches. Je veux dire, la colère des agriculteurs, elle a été prise en compte et utilisée d'une certaine façon parce qu'on a les échéances européennes qui arrivent. J'ai envie de croire que le détricotage pourrait s'arrêter là. J'ai l'impression qu'en tout cas dans les secteurs industriels, aujourd'hui les enjeux sont pris en compte. Il y a besoin de stabilité. Ce serait vraiment pas productif de revenir en arrière. Côté citoyen, finalement, tout ça, c'est des sujets qui vont arriver dans les parlements nationaux prochainement. Il y a le temps pour le débat. L'Europe fixe des obligations de résultats. Par contre, les pays vont rester libres de leurs moyens, quand même, de manière très générale. Il ne faut pas faire penser aux gens qui nous écoutent que l'Europe impose d'en haut une façon de faire qui arriverait directement aux États. Ce n'est pas du tout le cas. Ça va être rediscuté dans les parlements nationaux, quand même. Cécile Coulet, votre avis là-dessus? Est-ce que le Parlement européen, l'Union européenne, et puis finalement les États, vous avez raison, dans leur façon d'appliquer ce pacte vert, ont sous-estimé l'impact social des transformations? On peut dire ça différemment. Est-ce qu'il faut un plan social du climat? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'enjeu social et l'impact social du Green Deal, il a toujours constitué une préoccupation importante de l'Union européenne et de la Commission européenne dès les origines du projet. Et on voit que dans tous les documents stratégiques qui ont lancé le Green Deal, la référence au principe de la transition juste est omniprésente et s'est traduite ensuite par des projets concrets, comme notamment le Fonds social pour le climat qui a été mis en place et qui doit permettre de flécher jusqu'à 65 milliards d'euros vers des mesures de soutien pour l'accès aux véhicules électriques, pour l'accès aux transports en commun et la rénovation. Maintenant, il y a eu quand même des faiblesses en termes déjà de communication, à la fois de la part de l'Union européenne et peut-être des médias qui n'ont pas beaucoup relayé ces mesures-là qui ont été mises en place. C'est-à-dire le volet social des mesures social qui existe déjà dans les mesures du Green Deal. Et également, il y a un enjeu sur le volume et l'ordre de grandeur, puisque 65 milliards d'euros, c'est très bien, mais ça ne suffira pas pour l'ensemble de la transition et qu'il faudra impérativement qu'il y ait un grand plan de financement qui soit adopté et mis en place dans le cadre de la prochaine mandature. Sur cette question de l'acceptation, on peut prendre l'exemple de la réouverture de mines sur le territoire français, par exemple, les mines de lithium ou autres. C'est toujours très intéressant de voir que quand on pose la question aux Français d'une manière générale, ils disent « mais oui, il faut une réindustrialisation verte, il faut des mines, il faut une autonomie en matière de batterie, etc. » Et puis, quand on s'approche de l'endroit où on va ouvrir ces mines, ça se complique. Donc cette question-là, vous voyez ce que je veux dire? Comment embarquer avec soi les premiers concernés? Alors c'est sûr que le phénomène qu'on appelle du NIMBY, Not in my backyard, pas de ça chez moi, joue à plein sur le Green Deal. Maintenant, il faut aussi que peut-être les mesures européennes soient remises dans leur écosystème où souvent on se fixe sur des grandes lignes. On peut penser au ban des voitures thermiques 2035 et on ne va pas voir les mesures qui sont mises en place et qui accompagnent cette transition-là avec par exemple des soutiens, mais comme je le disais, pour l'accès aux véhicules électriques, donc pour accompagner les consommateurs dans cette transition. Et forcément, si on se focus uniquement sur les contraintes sans montrer le pendant qui a été réfléchi en même temps pour l'accompagnement, ça crée une hostilité et une cristallisation des critiques. C'est un bon exemple, la voiture électrique, Anne-Claire Poirier, parce qu'on a vu qu'il y a eu ce leasing social qui a été mis en place là, pour l'année 2024, avec un budget. Alors, il y a deux façons de lire l'histoire. Soit on se dit, c'est super, il y a énormément de Français qui ont envie de passer à la voiture électrique et qui veulent monter dans ce train du changement. Et puis de l'autre côté, vous parliez de budget et d'aide, on n'avait pas mis assez d'aide au bout du dispositif, puisqu'il a fallu l'arrêter au bout de, je ne sais plus, un mois et demi à peine, quoi. Ah c'est ça, mais ça c'est un des gros sujets. Moi, il me semble, alors pour le coup, que ce soit en Europe ou au niveau national, il me semble que la transition énergétique, il lui manque deux choses. Il lui manque de l'argent, et ça c'est assez évident. Et socialement, c'est explosif. Il va vraiment falloir qu'on mette les moyens. Et moi, je trouve qu'il manque aussi un récit, pour revenir à ce que vous disiez sur le NIMBY. Quand il y a un récit sociétal autour de quelque chose, les gens, quand le projet arrive localement chez eux, ils le perçoivent déjà différemment. Et on manque terriblement d'un récit. Alors le Green Deal,
Deal, dans les médias, je crois que c'est quasiment nobody. Et la transition énergétique, dans le discours politique et médiatique français, il est encore très parcellaire, quoi. Il n'y a pas de... Oui, ou alors peut-être qu'on s'est trompé avec un discours qui a d'abord été très anxiogène et culpabilisateur. On peut se dire, nous, collectivement, moi j'en prends ma part, en tant que journaliste et média, dans la façon de parler de la transformation environnementale. On a d'abord actionné ces leviers-là. Moi je me souviens d'un film de Nicolas Hulot qui était ultra sombre, ultra anxiogène. Peut-être qu'il fallait réveiller les consciences, mais on est resté un peu sur cette tonalité-là. Ça, c'est mon avis. Je veux bien qu'on parle un peu de la concurrence des autres pays. Quand on voit l'Inflation Reduction Act qui a été voté aux États-Unis, par Joe Biden, qui propose, je vais simplifier, des subventions et de l'électricité à bas prix, de l'énergie à bas prix pour attirer les grands projets de l'industrie verte. Alors là aussi, il y a deux lectures. On peut se dire, super, les Américains s'y mettent, ou alors c'est un aspirateur à projet, quoi. Ils nous piquent nos meilleurs projets. Comment vous réagissez à ça, Cécile Coulet ? C'est effectivement d'abord une bonne chose quand même que les États-Unis enclenchent cette vitesse sur la transition énergétique. C'est très important parce que ce n'est pas l'Union européenne toute seule qui va faire la neutralité climatique pour l'ensemble de la planète. Maintenant, ça pose la question de ce que sera la réponse de l'Union européenne à cette stratégie. Et effectivement, l'Union européenne a adopté aujourd'hui au Parlement le projet de règlement NZIA, donc pour une industrie à émissions zéro net. Qui est un plan qui est une étape importante, mais disons que c'est un petit peu un secret de polichinelle que de dire que le NZIA n'est pas une réponse appropriée ou à la hauteur de l'Inflation Reduction Act, puisque, vous le disiez, l'IRA met à peu près 700 milliards de dollars sur la table, là où NZIA propose des facilités administratives pour déployer des projets industriels. Donc on n'est pas du tout sur le même registre. Anne-Claire Poirier, vous avez commencé à l'évoquer, mais je veux bien qu'on termine sur finalement notre responsabilité collective le 9 juin. Le bulletin qu'on mettra dans l'urne, il aura des conséquences sur cette transformation environnementale, sur la rapidité du virage, même sur l'accompagnement social ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on réalise pas assez, mais on estime qu'environ 20% des lois en France sont directement inspirées de ce qui se passe au niveau européen. Et c'est pas n'importe quelle loi. Généralement, c'est des lois qui sont cadres. Donc en fait, en réalité, ça irrigue tout notre système de réglementation. Donc je trouve effectivement que les citoyens auraient intérêt à s'intéresser aux élections. On n'est pas loin de 50% d'abstention en général aux élections européennes. C'était 51% il y a 5 ans. Voilà. Et surtout, par rapport notamment aux citoyens français, parce qu'on est un pays qui est considéré comme leader quand même au niveau européen. Si on envoie une grosse délégation d'extrême droite, ça veut dire que c'est d'autres députés qui ne prendront pas cette place-là, qui ne porteront pas cette ambition, et notamment les députés Renaissance, Pascal Canfin, qui avait la présidence de la Commission européenne, qui a vraiment été l'architecte du Green Deal. Si la France perd cette influence au sein des différents partis européens, parce qu'elle aura envoyé à la place des citoyens, des députés d'extrême droite, c'est effectivement le virage à droite risque de se confirmer et on va perdre cette influence à la fois française, mais pour la transition énergétique. Enfin, il y a vraiment un intérêt à se déplacer aux urnes. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up. Smart Ideas avec Juliette Poiret, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de La Tournée, entreprise créée fin 2021 avec Camille Perbost. Et avec quelle idée ? Racontez-moi. L'idée, c'est de remettre la consigne au goût du jour. Donc une idée qui existait avant et qui a disparu pour réduire collectivement nos déchets parce qu'on n'arrive pas à faire face à l'explosion des déchets, notamment ménagers. Elle est née comment, cette idée d'un ras-le-bol personnel, d'une expérience ? C'est ça, d'une découverte d'abord que la plupart de nos déchets qu'on produit au quotidien, ils ne sont pas recyclés, mais ils finissent incinérés, souvent à l'étranger, enfouis dans des décharges ou dans la nature. Et vraiment aussi la loi AGEC qui fixe la fin des emballages à usage unique d'ici 2040, qui nous a fait nous dire qu'il y avait besoin d'une solution pratique pour le consommateur pour pouvoir générer la consigne sans générer de complexité pour le consommateur au quotidien. Alors comment ça marche la tournée ? On s'inscrit sur un site, une appli Oui, c'est ça, on a les deux. Ok, bravo. On vient d'avoir l'application mobile et donc on passe commande comme n'importe quel site finalement e-commerce. Vous choisissez un créneau de livraison, vous allez être livré par nos livreurs
Et à la livraison suivante, vous allez lui rendre la caisse et les sacs avec les bocaux et bouteilles vides en verre qui vont être lavés et réutilisés. Donc comme la tournée du laitier dans l'ancien temps en fait. Ok, ouais, c'est pour ça que ça s'appelle la tournée. Voilà, avec quel type de produits, qu'est-ce qu'on peut acheter sur la tournée? On peut acheter tous les produits du quotidien. Notre but, c'est de vous éviter d'aller au supermarché. Donc ça va être des boissons, de l'eau, du soda, du lait, boissons alcoolisées, des produits d'épicerie, sucrés et salés, crèmerie, produits frais, produits d'hygiène et d'entretien. Donc vraiment comme au supermarché. Ouais. Comment vous fonctionnez avec les marques? C'est-à-dire que d'où viennent ces produits et est-ce que les marques acceptent de plus être identifiées? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quand même elles sont quand même sur les bocaux. Exactement. D'accord. Ok. En fait, on a une partie, notamment pour les boissons, où tous les industriels ont gardé la consigne. Ouais. Donc ça, pour le coup, c'est assez facile. Les Coca et Viand en bouteille consignée avec leur marque. Et il y a des marques qui ne savent pas encore faire de consigne. Et donc, on va conditionner pour eux, donc concrètement mettre en bocal pour eux. Okay. Et on va mettre leur étiquette. Donc elles vont être garantes de la qualité de notre conditionnement. Et elles vont accepter de mettre leur étiquette pour que le consommateur puisse retrouver les mêmes marques que dans son supermarché. Ouais, ça, c'est hyper important. C'est un élément évidemment important dans l'acte d'achat. Vous avez, j'imagine, modélisé la quantité d'emballage économisé avec un système comme le vôtre. C'est ça, c'est en moyenne 25 emballages par commande. Ouais. Ça peut faire jusqu'à 50 kilos de déchets en moins par foyer par mois. Donc c'est vraiment très important. Ouais. Et il y a des clients aujourd'hui qui nous disent qu'ils ne descendent plus la poubelle jaune, par exemple. Ça, oui, ce qui est quand même un signe important et un bon révélateur. Ouais. Justement, ces clients, est-ce que ça, je ne sais pas quel lien, si vous avez pu créer une communauté, mais moi je vois comment je réagis. Parfois, je vois arriver des produits qui sont suremballés. Ouais. J'ai plus envie de les acheter. Est-ce que ça fait partie de la démarche, vous voyez, de ce que je veux dire? Complètement. Vraiment, les gens viennent sur la tournée pour réduire leur emballage et parce que en fait, c'est un peu stupide d'aller au supermarché, d'acheter des produits et avec des dizaines et des dizaines d'emballages qui vont finir à la poubelle après une seule utilisation. Donc il y a cette vraie volonté d'arrêter de produire des déchets, mais il y a aussi une volonté de préserver la santé, notamment des enfants, puisque les microplastiques qu'il y a dans les emballages plastiques à usage unique, finalement, vous allez être confronté à ça et ça peut avoir un impact sur la santé. Donc il y a ça aussi comme... Est-ce que c'est forcément plus cher à l'achat? C'est pas forcément plus cher, ça dépend des produits. Sur les produits locaux et les produits bio, on va être très compétitif. En revanche, sur les marques, on va être un peu plus cher aujourd'hui qu'en supermarché parce que y a deux éléments majeurs. C'est le matériau, le plastique, ça reste moins cher aujourd'hui que le verre consigné. Et le pouvoir de négociation, puisqu'on n'a pas encore les mêmes volumes que Carrefour. Effectivement, ça. On vous le souhaite. C'est quoi votre modèle économique? C'est comme un supermarché. Oui, on prend une marge sur les produits qu'on achète. Ça, c'est tout simple. Voilà. Sur l'hygiène, vous avez commencé à y répondre, mais ça, c'est une question importante. Qui est responsable s'il y a une rupture de la chaîne du froid ou s'il y a un produit défectueux, etc. Comment vous gérez ça? Ouais, alors il y a une chaîne de responsabilité. C'est évidemment à nous de maintenir la chaîne du froid. Donc il y a des tests qui sont faits très régulièrement. Ensuite, par contre, si c'est l'intérieur, donc le produit en lui-même qui est défectueux, ça, c'est la responsabilité des marques. Ok, donc ça c'est dealé, c'est très clairement établi. Ouais. Il nous reste 20 secondes. Les contenants, c'est du verre. Ils sont lavés, ils sont réutilisés. Combien de fois on peut réutiliser un contenant chez vous? Jusqu'à 50 fois. Ok. Donc ça évite quand même 50 déchets. Voilà, et on arrive au nombre de kilos économisés. Merci Juliette Poiré et bon vent à la tournée. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain et merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.